Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un point lecture avec, vous allez voir, des lectures plutôt éclectiques. Il y a de tout, il y a de la fantaisie, il y a du roman contemporain, il y a du thriller, du roman policier, donc là j'explore un peu tous les genres pour le coup. Donc je vous présente, j'en ai 5 à vous présenter, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 dernières lectures. Je vais commencer par ce que j'ai le moins aimé pour gagner en intensité, pour finir vraiment par la pépite du mois d'avril. J'ai lu en avril ou j'ai lu en mai? Non, j'ai lu du mois de mai, on va dire. Vraiment un énorme coup de cœur que je vous inviterai à découvrir donc à la fin de la vidéo. Je commence tout de suite avec un petit roman fantasy, donc je continue le mois de la fantasy qui se termine là bientôt. J'aurais pas lu, si j'aurais lu presque tous les livres que je m'étais mis dans ma palle. Donc, il s'agit de Jane Austen contre le loup-garou de Marianne Ciodo, je pense que ça se prononce comme ça. C'est donc Les Saisons de l'étrange, c'est une petite collection chez Les Moutons électriques. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, j'avais lu Les Sœurs Brontë contre la momie. C'est la même collection, en fait, j'en ai 5 en tout. Ce sont des tout petits livres qui font à chaque fois une centaine de pages. Ici, il fait 124 pages exactement. Alors, j'avais beaucoup aimé Les Sœurs Brontë contre la momie, je trouvais que c'était assez drôle, assez loufoque. Ici, un peu moins. Alors, Marianne Ciodo, elle a quand même la qualité de nous replonger au 19e siècle, dans la petite bourgade où vivait Jane Austen. Donc en fait, on est vraiment dans cet univers-là, dans l'univers austenien. On la suit, Jane Austen, alors on la suit. C'est aussi ce qui m'a dérangé, c'est qu'on la suit pas tant que ça. On va suivre des jeunes filles qui sont enlevées, entre guillemets, et dévorées. On retrouve que leur reste. Donc ça commence par un bébé de 3 ans, une petite fille de 3 ans, ensuite par des jeunes filles un peu plus grandes. Elles sont dévorées par une bête. Donc vous vous doutez bien que la bête, c'est celle-ci, c'est le loup-garou. Et Jane Austen, à son service, elle a une jeune française qui s'appelle Alice, qui a 13-14 ans, qui est muette. Et la bête veut s'en prendre spécifiquement à Alice. On ne saura jamais vraiment pourquoi, j'ai pas totalement compris pourquoi. Et donc Jane Austen va être confrontée malgré elle à cette bête. Alors, la bête, elle apparaît vraiment à la fin du livre. Le début du livre, c'est vraiment les enlèvements dans ce petit village super tranquille. On organise des battues. Bon, le loup-garou, je me suis doutée très vite de qui c'était dans le bouquin. Ça apparaît très rapidement. Après, voilà, si vous aimez l'univers de Jane Austen, si vous aimez ce qu'on appelle les austeneries, c'est-à-dire tout ce qui est, j'ai envie de dire, produits dérivés de Jane Austen, tous les livres qui sont adaptés de Jane Austen, notamment les réécritures, ça peut vous plaire, ça peut enrichir votre collection. Sachez que c'est sympa pour l'univers. Après, l'intrigue, elle ne casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. C'est pas le meilleur, je pense, des 5 petits livres qui sont parus dans cette collection. Voilà, ça c'était un peu ma déception. Ensuite, j'ai lu un roman contemporain, donc je vais vous le présenter. Il s'agit de Nul si découvert de Valérian Guillaume, et c'est aux éditions de l'Olivier, donc c'est l'auteur qui me l'a gentiment envoyé. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est très spécial, je ne le recommanderai pas à tous parce que c'est une écriture très spéciale. Il faut avoir envie de se lancer dans cette écriture. Donc en plus vous avez vu, c'est un tout petit livre qui fait 127 pages. Alors pourquoi c'est spécial? Parce que en fait on est avec un personnage dont on ne connaît pas le nom, je crois pas que c'est un narrateur, qui en fait va parler tout le long. Donc en fait on est dans un monologue intérieur, donc on n'a que le point de vue de ce personnage, et en fait c'est une très longue phrase, il n'y a aucun point, aucune ponctuation dans ce roman, c'est-à-dire que ça commence au début, ça termine à la fin du livre, et il y a juste parfois des petits sauts de ligne, des petits sauts de paragraphes pour nous montrer qu'on change d'idée, mais il n'y a aucune ponctuation. Par exemple, je vous montre, ça peut donner ça. Je sais pas si ça va faire le point, la caméra. Voilà, donc c'est assez spécial au niveau de la narration. Deuxième point spécial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans ce qu'on appelle un monologue intérieur, c'est-à-dire qu'on est dans la pensée du personnage, tout ce qu'il vit. Et en fait c'est un personnage un peu simplet, alors c'est jamais dit à un moment donné, mais on s'en doute, un personnage un peu simplet, un peu attardé, qui en fait passe ses journées dans un centre commercial, un gros centre commercial, un gros mall. Et en fait il a ses rituels, donc tous les matins il se lève, il va au centre commercial, il va chez Claire's regarder les bijoux, il va chez Leroy Merlin regarder les perceuses, ensuite il va à Carrefour
Alors il fait tout un truc à Carrefour, il passe par différents rayons toujours dans le même ordre. Et en fait on suit ce personnage, on le suit, alors ça se... je sais pas trop où ça se déroule, je pense que c'est dans une zone commerciale qui est pas trop loin d'un village, parce qu'il rentre chez lui dans un village, il va souvent au café du village, un peu le café PMU du coin, où tous les gars du coin se retrouvent. Il pense avoir des amis qui en fait ne sont pas vraiment des amis, ce sont des gens qui se moquent de lui, par exemple qui vont lui donner des petites tapes sur la tête, et lui il prend ça pour des marques d'amitié. C'est vraiment un personnage, c'est le ravi de la crèche comme on dit chez moi, c'est l'idiot du village, mais c'est vraiment un cœur simple, un cœur en or. Et ce personnage il évolue jusqu'au jour où il se rend à la piscine et en fait il tombe raide de dingue amoureux de la caissière qui s'appelle Leslie qui est à la piscine, qui tient la caisse de la piscine, et en fait il va s'en faire toute une histoire d'amour. C'est à la fois triste parce qu'on suit vraiment ce personnage qui est simplet, qui comprend pas toujours qu'on se moque de lui, parfois ça fend le cœur quand on voit certaines situations. C'est très drôle parce qu'à travers les yeux de ce personnage il y a aussi une critique de la société de consommation. Il y a vraiment des passages qui sont hilarants quand il va à Carrefour et qu'il observe les gens avec leurs caddies, mais on se dit qu'en fait on a l'air de débiles quoi, avec nos caddies qu'on remplit, la promo, le truc, c'est vraiment bien vu de la part de l'auteur de ce point de vue là. Après voilà, il faut avoir envie de se lancer dans ce genre de lecture, c'est quand même spécial, c'est une expérience littéraire à vivre. Donc je ne le conseille pas à tout le monde. Il faut avoir envie de découvrir la plume de cet auteur. Alors il écrit super bien, par contre ouais, il écrit très bien, il y a un côté très poétique. Mais encore une fois, il faut avoir envie de lire une histoire, il n'y a pas vraiment d'intrigue, où on suit vraiment un personnage auquel on s'attache malgré tout, parce c'est un personnage qui est poignant, qui ne peut que vous toucher dans sa simplicité, mais c'est une expérience littéraire avant tout. Donc voilà, pour Nul c'est découvert de Valérian Guillaume, que je suis très contente d'avoir découvert, cela dit. Ensuite, j'ai lu, je viens de le finir en fait, j'ai lu, alors il est à paraître le 4 juin, donc je vous en parle. Donc c'est le nouveau livre de John Connolly, Le Pacte de l'étrange, c'est toujours aux presses de la Cité, donc en fait c'est les enquêtes de Charlie Parker, il y en a au moins une dizaine déjà qui sont parues. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de commencer par le premier pour arriver à celui-ci, vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres, parce que ce sont des enquêtes à chaque fois indépendantes, et puis on comprend très bien ce qui s'est passé dans le passé de l'auteur, du narrateur, enfin de Charlie Parker, puisque l'auteur nous fait toujours des rappels, donc il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez le lire sans souci. C'est dans leur nouvelle collection Sang d'encre. Alors, je sais que certains n'aiment pas du tout, moi j'aime bien. J'aime bien comment ils ont fait leur nouvelle couverture, je trouve ça chouette. Alors, de quoi ça parle ce livre? Ça parle de donc Charlie Parker, qui est un enquêteur, qui est chargé par un type du FBI de retrouver un autre enquêteur qui a disparu, un dénommé Jacob Eklund. Je pense que ça se prononce comme ça, parce que ça s'écrit très bizarrement, qui a disparu des écrans radars, et le FBI n'arrive pas à remettre la main sur ce type, donc ils vont faire appel à Charlie Parker pour le retrouver. C'est un peu nébuleux dès le départ, mais même jusqu'à la fin, parce que vraiment jusqu'à la dernière ligne, on ne sait pas pourquoi Charlie Parker doit retrouver absolument ce type, enfin pourquoi ce type compte tant aux yeux du FBI. Le FBI ne lui dit pas pourquoi ce type compte tant. Voilà, c'est un enquêteur, il a disparu, point, faut le retrouver. À partir de là, Charlie Parker va bien sûr enquêter. Donc on est vraiment dans une enquête hyper classique. N'allez pas chercher midi à 14h, c'est très classique. Un enquêteur, il est avec ses acolytes Angel et Louis. Ils font pas des perquisitions, mais ils fouillent la maison, ils fouillent la voiture, ils essaient d'interroger à droite à gauche. C'est vraiment très classique au niveau de l'intrigue. Là où le bouquin m'a vachement étonnée, c'est que John Connolly part dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et comme son nom l'indique, le pacte de l'étrange, on va flirter avec le surnaturel, même plus que le surnaturel, j'irais même le fantastique, parce qu'on va avoir affaire à des fantômes. Charlie Parker va se rendre compte
que Jacob Eklund était en train d'enquêter en fait sur une espèce de secte qui se fait appeler les frères, qui descendent de colons qui sont venus aux États-Unis au 19e siècle et qui ont été massacrés au 19e siècle lors d'une espèce de chasse aux sorcières, à juste titre, parce qu'en fait ces frères pillaient, volaient, tuaient, donc ils ont été tués par la population. Et en fait, certains de ces frères sont... Alors ces frères, il y a aussi des femmes dedans, mais ils se font appeler les frères, sont encore en vie. Ils font une espèce de secte. Ils peuvent se marier entre frères et sœurs d'ailleurs, c'est très bizarre, et c'est très bien vu dans leur secte. Et en fait, ils sont en contact avec l'au-delà, avec des fantômes. Des fantômes des frères disparus au 19e siècle notamment. On sait pas trop pourquoi en fait, alors c'est là où je trouve que c'est un peu nébuleux encore, on sait pas trop pourquoi, en fait on sait pas trop pourquoi cette secte est toujours d'actualité, quel est leur but, ça j'ai pas trop compris. Par contre ce que j'ai trouvé super intéressant c'est qu'on glisse peu à peu dans le fantastique, dans le surnaturel. Alors au début je me suis dit bon il va y avoir une explication rationnelle, des hallucinations, les personnages qui prennent de la drogue ou j'en sais rien, et en fait pas du tout, on est vraiment dans ce tome là. On glisse vraiment vers le surnaturel, vers les fantômes. Et j'ai trouvé ça super déroutant d'abord, mais dans le bon sens. Ça m'a vraiment bien surprise. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et jusqu'au bout, on est vraiment dans cette histoire de fantômes. Parce qu'on est quand même dans du rationnel au départ. Hein, on est avec le FBI, avec un enquêteur, avec la police. Et on glisse vraiment dans cette ambiance très fantastique, avec ces fantômes qui reviennent, qui hantent en fait les vivants, qui hantent les descendants des frères. C'était hyper intéressant. Et enfin, on a quand même à la fin, je vous rassure, toute une explication sur pourquoi on recherche ce fameux Jacob Eklund. Donc si vous voulez une intrigue classique au niveau enquête policière, enfin enquête du détective, vous pouvez foncer. C'est pas un thriller, hein, c'est vraiment polar, roman policier très classique. Par contre, ça dérive un peu sur du fantastique, sur du surnaturel, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Alors c'est bizarre parce qu'il y a des moments de lecture où j'ai bouffé les pages, je tournais les pages, les chapitres s'enchaînaient, et il y a quand même eu à un moment donné au milieu du livre des petites longueurs où je trouvais qu'on piétinait un peu sur place et qu'on n'avançait pas, Je m'ennuyais un peu au milieu du livre et puis ça repart quand même. Et vraiment je l'ai terminé hier et c'était une très très bonne surprise au final. J'ai vraiment bien apprécié ce bouquin. Donc c'est Le Pacte de l'étrange de John Connolly et c'est aux éditions Presse de la Cité. Alors oui, ensuite je vais enchaîner aussi avec un thriller. Alors cette fois-ci, donc on est dans du thriller et j'ai beaucoup aimé ce livre. Il s'agit du manuscrit inachevé de Franck Tillier. Et moi j'ai une édition, alors c'est l'édition France Loisirs, mais il est paru aux éditions Fleuve Noir à l'origine et il est sorti, je crois que c'est Pocket qui doit les éditer. Alors ouais, là pour le coup, ça c'était vraiment, vous pouvez foncer, c'était vraiment très bon, c'est excellent. C'est mon premier Franck Tillier, je connaissais pas, ce bouquin j'ai trouvé en boîte à livres, donc je me suis dit tiens ça a l'air sympa, je vais le lire et qu'est-ce que j'ai bien fait. Donc ici on va suivre en fait deux enquêtes parallèles qui vont bien sûr à un moment donné se rejoindre. On va suivre d'un côté Léane, c'est Léane je crois, oui c'est ça, Léane Morgan qui est en fait une romancière à succès. Et il y a 4 ans de ça, sa fille Sarah a été enlevée une nuit. Et les parents ne l'ont jamais retrouvée, on n'a jamais retrouvé son corps. Il y a un tueur en série qui a été arrêté, qui prétend l'avoir enlevé et tué, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Et le mari donc de Léane cherche sans cesse, ça fait 4 ans qu'il passe son temps à essayer de chercher Sarah parce qu'il est persuadé qu'elle est toujours en vie. Donc on a dans un premier temps cette première intrigue. En parallèle, on est à Grenoble, je crois, ouais c'est ça, et en fait il y a un petit voleur de voiture qui vole une voiture sur une station d'autoroute, manque de bol, il se fait pourchasser par la douane, accident, le voleur de voiture meurt sur le coup, et la douane quand elle ouvre le coffre de la voiture, il y a un corps en fait dans ce coffre, mais un corps mutilé, c'est-à-dire que donc c'est un corps de femme, il lui manque les mains, alors il lui manque les mains mais il y a des mains sur le côté qui ont été tranchées, et surtout on lui a enlevé le visage, on l'a pelé comme un fruit, vous voyez l'image? Donc voilà, donc les enquêteurs vont essayer d'abord
de chercher qui est... Parce qu'en fait ils se rendent compte que le voleur de voiture n'a rien à voir avec le meurtre. Donc qui a tué... donc d'abord qui est ce corps, à qui appartient ce corps, et qui a tué bien sûr cette jeune femme. Donc il y a toute une enquête, ils essaient de relier ça au serial killer dont je vous ai parlé juste avant. Et l'enquête démarre. Et franchement, c'était super bien parce que il y a toute l'ambiance. Alors il y a l'ambiance avec d'un côté Léane qui habite, elle, je crois que c'est en Bretagne, il me semble que c'est en Bretagne qu'ils habitent. Donc toute l'ambiance avec Léane qui essaie de son mari, qui pète un câble, qui essaie de chercher sa fille par tous les moyens. De l'autre côté, vous avez l'enquête à Grenoble, en plus c'est en hiver, il fait froid, c'est entouré de la montagne, avec des crimes de plus en plus sordides. Au bout d'un moment, ça va bien sûr comme dans tous les bouquins, hein, ça va se rabibocher ces deux intrigues, mais alors c'est vraiment super bien, moi j'ai rien vu venir. Malgré tout, l'auteur nous met quand même des indices, et alors j'ai adoré ça, j'ai trouvé que c'était hyper fort de sa part, des indices à droite, à gauche. Moi je les voyais les indices, mais je me suis dit mais où il veut en venir? J'ai essayé de faire des trucs dans ma tête, des montages, et en fait j'avais tout faux. Et je trouve qu'il nous mène en bateau jusqu'au bout, et qu'en fait les indices qu'il nous donne finalement étaient tellement évidents, mais j'ai cherché midi à 14h, mais finalement voilà, j'aurais pu trouver peut-être. C'est vraiment bon, il y a du rythme, c'est haletant, franchement on tourne les pages, les chapitres sont courts, on tourne les pages vraiment rapidement, c'est un vrai page turner. Moi j'ai trouvé que les personnages étaient hyper bien construits, qu'ils avaient de la personnalité. J'ai adoré le personnage du flic qui s'appelle Vic, Victor je sais plus quoi, parce qu'en fait il est hyper amnésique, c'est-à-dire qu'il retient tout. Il a une mémoire vraiment, il retient tout sur tout, et du coup pour enquêter ça lui facilite les choses, mais en même temps vous pensez bien que toutes ces images de meurtre il les a toujours en tête. C'est hyper bien foutu et c'est vertigineux parce que en fait ce qui est très intéressant, et c'est là où moi j'ai tout de suite été accrochée dans le bouquin, c'est que l'auteur commence par nous dire, il y a un prologue en fait, voilà, je vous montre. Il y a le manuscrit inachevé, et c'est pas marqué Franck Tillier, c'est marqué Caleb Traxman. Parce qu'en fait, il y a un prologue qui nous dit que le fils de Caleb Traxman a découvert un manuscrit dans le grenier de son père. Donc Caleb Traxman est un faux auteur à succès, et qu'il le publie ici. Donc en fait on lit pas le livre de Franck Tillier, on lirait le livre de Caleb Traxman, et que c'est un manuscrit inachevé puisque c'est le fils de Caleb Traxman qui a terminé le livre. Voilà, puisqu'il manquait la fin. Donc il y a une sensation de vertige quand on lit ce livre, c'était vraiment très très bien foutu, très bien fichu, et je pense que ce ne sera pas mon dernier Franck Tillier, je pense que j'en découvrirai d'autres. Séverine elle a reçu, donc Séverine de Il est bien ce livre, elle a reçu son dernier livre. Et Séverine a dit qu'elle aimait beaucoup, je crois que c'est l'anneau de Mobius, quelque chose comme ça. Donc je pense que celui-ci il est sorti en poche et je le lirai pour faire suite au manuscrit inachevé, qui pour moi est une très très belle surprise. Et enfin je termine avec mon gros coup de cœur du mois de mai. Voilà, c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, que j'ai bouffé en 3 jours. Pourtant c'est une belle brique qui fait 850 pages, mais alors c'était tellement bien. Il s'agit d'un livre de martyrs américain de Joyce Carol Oates. Moi j'ai l'édition, donc c'est Philippe Ray, c'est son tout dernier roman, donc il n'est pas encore sorti en poche. Et je vous recommande ce livre à 1000% si vous aimez un peu l'histoire des États-Unis. Si vous êtes une femme aussi, je vous recommande ce livre, c'était vraiment excellent. Donc en fait on est... donc l'histoire commence en 1999, 98 je sais plus, devant un centre pour femmes aux États-Unis, exactement dans l'Ohio. Donc un centre pour femmes, c'est un centre dans lequel on accueille des femmes qui veulent avorter par exemple. Alors pas seulement avorter, hein, il peut y avoir des consultations gynécologiques, obstétriques, mais la majorité des femmes qui se rendent dans ces centres, c'est pour avorter. Et Gus Voorhees est le médecin qui avorte ces femmes-là. Et ce matin-là, eh ben, il va se prendre une balle dans la tête par Luther Dumphy, qui est un manifestant pro, alors ils appellent ça les manifestants pro-choix, pro-vie en fait. Donc ça commence comme ça, meurtre,
Luther Dumphy abat Gus Voorhis devant le centre pour femmes. Et ensuite, on va revenir en arrière. Et les chapitres en fait vont alterner puisque l'auteur à chaque fois va donner la parole à Gus, puis la parole à Luther, ainsi de suite, pour nous montrer comment chacun de ces personnages est arrivé à ce point d'extrémisme. Alors pour Luther, on comprend que c'est un blanc qui appartient plutôt à la catégorie pauvre des travailleurs, il est charpentier, il vit avec sa femme qui est dépressive, ils ont 4 enfants. Ils ont perdu une petite fille, mais Luther il a du mal avec la mort de cette petite fille qui était d'ailleurs trisomique. Et donc il va se réfugier, en fait il comprend pas trop pourquoi sa femme fait une dépression. Et donc du coup il va vraiment s'engager dans son église. Je crois qu'il s'engage dans une église évangélique parce que les évangélistes aux États-Unis ont un poids religieux et politique très important. Donc il va vraiment s'impliquer dans son église, et en fait on a son point de vue de cet homme qui finalement a la foi et qui se dit, qui raisonne comme ça: si je tue le médecin avorteur, je sauve en contrepartie une centaine de vies de futurs bébés. Voilà. Donc on a cette première partie de l'histoire. On a également les chapitres qui alternent avec Gus Voorhis, où on voit que lui, alors c'est l'inverse de Luther Dumphy, donc il est blanc, mais lui dans la classe aisée, puisqu'il est médecin, il a fait des études, sa femme elle est juriste, ils ont 3 enfants qui sont très bien élevés, il y a des livres à la maison, on va au restaurant, on invite du monde. Mais je trouve que c'est très intelligent de la part de Joyce Carol Oates. Elle nous montre que ce Gus Voorhis fait passer avant tout, il est vraiment engagé d'une manière extrême dans sa profession de défenseur des droits des femmes, ce qui est très bien, mais on nous montre qu'il fait passer par exemple sa vie, son travail avant sa famille. Donc ce que j'ai trouvé brillant de la part de Joyce Carol Oates, c'est qu'à aucun moment elle ne juge ni le meurtrier, elle ne juge ni le médecin avorteur, elle nous laisse faire notre propre choix, elle nous laisse faire notre propre opinion des personnages. Et c'est vraiment bien fichu parce qu'on peut partir avec des idées arrêtées et en fait se dire ah ouais d'accord, je comprends ce personnage un petit peu mieux, même si ça n'excuse pas un meurtre. Et c'est vraiment hyper bien fait. Ça c'est la première partie du livre. Il y a aussi toute une réflexion sur... parce que bien sûr Luther Dumphy va être arrêté, vous vous en doutez bien. Et donc il y a aussi toute une réflexion sur la peine de mort. Donc vraiment... elle touche là les 2 points sensibles, il me semble, des États-Unis, c'est-à-dire le droit à l'avortement et la peine de mort. C'est hyper intéressant. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a une deuxième partie du livre où on va se concentrer sur les enfants, en fait, des 2 pères. Donc, notamment la fille de Gus Voorhis, qui s'appelle Naomi, qui va aller faire des études de cinéma, je crois, à New York. Et la fille de Luther Dumphy, qui s'appelle, comment elle s'appelle, Dawn, et en fait on va voir l'impact qu'a eu ce drame et la mort de ces 2 pères sur les 2 filles. Et c'est vraiment passionnant, c'est poignant, ça se lit, c'est d'une fluidité incroyable, avec un style d'écriture génial, mais ça se lit vraiment bien. Elle soulève plein de questions chez le lecteur. Voilà, moi j'ai adoré, encore une fois, je l'ai lu en quelques jours malgré ses 800 pages. Et alors, la fin, la dernière phrase du livre, je crois que c'est une des plus belles fins que j'ai pu lire dans un livre. Une des fins les plus fortes. C'est vraiment la dernière phrase où elle te fout les poils. T'es en mode, tu sais plus où t'habites, tu sais plus comment tu t'appelles. Elle réussit vraiment bien son tour de passe-passe à la fin du livre. C'est beau, tout simplement, et je vous recommande ce livre à 1000%. C'est, je pense, pour l'instant, depuis le début de l'année, un des meilleurs livres que j'ai pu lire. Et j'ai lu quand même quelques livres de Joyce Carol Oates, et pour l'instant, c'est le meilleur livre de l'auteur, parce qu'elle réunit, en fait, toutes les problématiques qu'elle affectionne dans tous ses autres livres, elle les réunit ici, et c'est vraiment bien fait. Voilà pour cet énorme coup de cœur. Je termine juste en vous montrant ce que je suis en train de lire, et quand vous aurez cette vidéo ce sera sûrement terminé. Je suis en train de lire, donc c'est le 3e tome de la saga, c'est les Déracinés,
c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Et la vie reprit son cours de Catherine Bardon et c'est aux Escales. Écoutez, alors il n'est pas très long, hein, il fait 350 pages, ma foi ça se passe plutôt bien, j'en ai une centaine de pages, c'est assez sympa. On retrouve nos personnages qui sont cette fois-ci en République Dominicaine et qui font leur petit bonhomme de chemin. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment à la fin des années 60, donc on est exactement 67, et qu'on est avec le Flower Power, la guerre du Vietnam qui se profile à l'horizon. Et je trouve ça super intéressant parce qu'elle mêle à la fois la petite histoire des personnages et la grande histoire. Et pour l'instant c'est vraiment cool, c'est une histoire vraiment sympa. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec mes lectures. J'espère que je vous ai donné des idées de lecture. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, déjà de me mettre des petits pouces bleus parce que ça fait monter les statistiques, de me laisser des commentaires, je réponds à vos commentaires. Maintenant que j'ai compris qu'il fallait débloquer les commentaires, ça a mis du temps mais maintenant j'y réponds. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, si vous en avez lu et que vous avez aimé, pas aimé, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis très présente, je publie pratiquement tous les jours sur mes lectures en cours. À chaque fois je fais un petit point lecture dans mes stories, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. C'en est fini. Qu'est-ce que je vous ferai la prochaine? Peut-être un petit book haul. J'ai quelques trucs à vous présenter. Ce sera pas un book haul de 20 minutes, mais je pourrais peut-être vous faire un petit book haul pour la prochaine vidéo. Voilà. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!